Comment ça va l'Afrique? Eh bien, c'est la question que l'on se pose nous aussi. Et vous avez appelé de vos voeux une émission dédiée à la santé en Afrique. Nous avons essayé de la réaliser pour vous, n'est-ce pas Séverine? Oui Ralph, une émission qui prend ses racines en Afrique et qui parle aussi à toute sa diaspora, des sujets liés à la santé et aux problèmes de société. Toute une série de reportages réalisés ici en France et en Afrique, des interventions de spécialistes sur notre plateau et celles de nos journalistes qui ont réalisé ces différents sujets. Comme la plupart des pays africains, la France aussi manque de médecins dans ses hôpitaux. Paradoxe, elle fait donc appel à des médecins étrangers, dont la plupart sont africains, pour combler ce manque. Parfois au détriment de leur diplôme, salaire, et oui, car ils ne sont pas payés comme leurs confrères occidentaux. Comment ça va Khadija? Ça va bien, on est sur YouBiz News. Pour comment ça va l'Afrique, on va essayer d'aller mieux parce que précisément, il y a des raisons d'aller mieux. Alors vous allez nous parler des médecins africains au chevet des Français. Précisément, de nombreux médecins émigrent. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre ce phénomène qui est sous-tendu par une grande polémique. Et on a pu joindre Angèle Mendy, qui est à Lausanne, qui est enseignante-chercheur, sociologue, et qui a publié un livre, « Être médecin africain en Europe » en 2016. Il y a une polémique autour des chiffres et c'est ce dont il est question. Sur quels chiffres se base-t-on pour pouvoir quantifier et appuyer ces arguments ? Le paradoxe de cette controverse au niveau international donne à rire. Pourquoi? On assiste à une hémorragie de départ, à une hémorragie de professionnels de santé, parce qu'ils partent tous. On vous dira qu'ils partent tous aux États-Unis, ils sont tous en France, ils sont tous en Angleterre. Mais justement, à la fin, on vous dira, les chiffres restent incertains. C'est ce qui vous a poussé à écrire ce livre? C'est ce qui vous a poussé à faire savoir qu'en réalité, ce qui était véhiculé aujourd'hui autour de la question de la santé en Afrique n'était pas suffisamment étayé pour qu'on puisse trouver des solutions? Quand on est jeune chercheuse et puis qu'on s'intéresse à un sujet aussi délicat et important, parce que ça touche la santé publique des populations au niveau international, en l'occurrence l'Afrique, on se demande comment un tel discours peut prendre une ampleur internationale sur la base tout simplement des suppositions ou sur la base des discours ou bien des propos amplifiés. Je vous donne juste un exemple. Vous avez la base de données constituée par Frédéric Dauquier, qui est la base de données de référence de la Banque mondiale. Et cette base de données, justement, dans les années, qui a été publiée en 2006, estimait à 8,8% des professionnels de santé, des médecins africains de l'Afrique subsaharienne qui exerçaient justement dans les pays développés. Alors vous avez une autre base de données de Clemens et Peterson pour la même période et pour la même catégorie de professionnels de santé, les médecins, qui estimait qu'il y avait 28% des médecins de l'Afrique subsaharienne qui exerçaient dans les principales destinations de l'Europe. Alors le problème qui se pose là, c'est de vous dire tout simplement que même entre les économistes, même entre les scientifiques, même en citant des études sérieuses qui ont été effectuées sur ce sujet, nous avons des données qui s'opposent et des données qui se contredisent. Et c'est pour cela, justement, cette problématique des données a été appelée tout simplement la bataille des chiffres. Et ça a été la conclusion des journalistes. Une bataille des chiffres qui se fait entre centres de recherche, entre organisations internationales. Et ce qui est dommage dans tout cela, pour terminer de répondre à votre question, c'est qu'on a assisté tout simplement à une guerre idéologique. C'est-à-dire, vous voulez montrer que c'est une catastrophe pour l'Afrique de voir ses
professionnels de santé émigrés, vous prendrez les bases, les pourcentages qui vous arrangent. Et c'est cela que vous citerez. Vous voulez montrer que ces professionnels de santé ont le droit, comme tout autre professionnel ou personne qualifiée, de se mouvoir. Vous utiliserez aussi les statistiques qui vous arrangent. Donc voilà une bataille de chiffres, une bataille entre les scientifiques qui, tout simplement, donne à réfléchir davantage sur ce qu'est réellement cette migration des professionnels de santé africains. Docteur Aya Bakane Andenel, bonjour, nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes psychiatre, pédopsychiatre, criminologue, co-référent de la cellule d'urgence médico-psychologique de l'Aisne. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui et vous êtes un représentant de ce que Khadija nous a expliqué tout à l'heure. Vous êtes un médecin africain qui exerce sur le sol français. Tout à fait, enchanté. Je vous remercie de m'avoir reçu aussi. Effectivement, je suis un médecin africain qui exerce sur le sol français et donc on pourra revenir sur les détails de cette pratique. Vous avez fait vos études en Côte d'Ivoire, vous êtes camerounais, vous avez eu vos diplômes entre 1996 et 2006, donc 10 années d'études, couronné par un diplôme de psychiatre. Vous avez exercé à l'hôpital de Bingerville, en Côte d'Ivoire, où vous travaillez avant de décider en 2011 de venir en France. Tout à fait. Donc la première question que je voudrais vous poser précisément, c'est pourquoi avoir quitté la Côte d'Ivoire? C'est un choix, c'était pour me former en pédopsychiatrie, donc avoir des compétences supplémentaires dans mon domaine de compétences. Et donc c'est ça qui a motivé la décision de venir en France. Ce qui est complètement hallucinant dans votre cas, vous êtes extrêmement dynamique, vous êtes une force de la nature, permettez-moi de vous dire. Vous avez, en plus de vos titres de psychiatre, développer la pédopsychiatrie. Donc en arrivant ici, dès 2011, vous vous inscrivez à la fac et alors vous n'arrêtez plus. À partir de ce moment-là, vous allez avoir 9 diplômes dans différentes villes en France, c'est-à-dire à Lille, Arras, Paris, Marseille, donc Sciences Po, master, executive master en gestion des problématiques de santé. Je ne sais pas si on dit exactement comme ça, mais moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que, en fait, cette presque boulimie de diplôme ne trahit pas un besoin de garder la tête haute, un besoin une manière de résister à la situation qui se présente à vous quand vous arrivez pour travailler en France? Je voudrais juste dire, avant que vous répondiez aux téléspectateurs, que pendant 3 ans, vous avez travaillé à Arras sans prendre de congé et sans RTT. Vous ne saviez même pas ce que ça voulait dire à ce moment-là. Oui, non, alors, pour revenir sur votre première question, s'agissant de la boulimie de diplôme, il faut dire qu'en venant en France, il y a aussi une convention. La convention voudrait qu'on se forme quand même pour la spécialité pour laquelle on a soumissionné. Et donc, c'était logique pour la pédopsychiatrie, ça le devient un peu moins pour les autres. Après, une fois qu'on arrive en France, il y a aussi un besoin d'accroître sa culture médicale, sa culture de pratique. Et c'est peut-être ça qui est le moteur de cette boulimie, comme vous l'appelez. Et par la suite, effectivement, oui, le système devient pernicieux parce que vous n'êtes jamais assez reconnu. Donc, vous vous retrouvez quand même à faire toujours en faire plus pour une reconnaissance qui finalement n'arrivera jamais. D'accord. Et vous êtes actuellement salarié dans un établissement de santé publique. Vous n'êtes pas reconnu dans votre titre de psychiatre, de pédopsychiatre, mais néanmoins vous exercez des responsabilités, un encadrement, vous donnez même des cours aux infirmières dans 4 universités différentes. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction juridique, une incohérence, un paradoxe? Il y a sûrement un paradoxe humain. Du point de vue juridique, tout a l'air clair, parce que la loi, tout cela est organisé de façon légale, c'est très rigoureux, c'est très strict. Les agences régionales de santé s'assurent de l'application des tests qui interdisent clairement l'autorisation d'exercice des médecins à diplôme hors Union européenne. Il faut noter que ce n'est pas la nationalité du médecin qui est remise en question, c'est la nationalité de son diplôme. Donc ça, c'est les diplômes hors Union européenne qui sont donc soumis à cette procédure. Donc de ce fait, un Français qui est diplômé d'un État hors d'Union européenne subirait la même discrimination. Mais comme de manière statistique, c'est de manière écrasante des médecins étrangers qui sont dans ce cas, donc ça les touche spécifiquement. D'accord. Mais alors on va passer très vite, je ne parlerai pas de la loi Debré, de la mise en place de la réforme et du numerus clausus, etc. Ce serait un petit peu long, mais j'ai plutôt envie de continuer avec vous et de vous demander
quelles sont vos perspectives professionnelles dans ce cas présent? Donc, comment voyez-vous votre avenir en France ou en tant que médecin dans le monde? Je pense que la reconnaissance, c'est un horizon, hein. Elle n'est jamais atteinte. Les perspectives, elles sont multiples et mixtes. Il faut savoir que l'Afrique se développe énormément. Il y a des perspectives aussi sur le continent africain. Il y a un changement de mentalité qui permet de construire des ponts. Sur la France, il faut de nouveau attendre de nouvelles lois, des lois qui vont encadrer des procédures d'autorisation d'exercice qui, à terme, permettraient, ou pas d'ailleurs, la reconnaissance en tant que médecin temps plein. Il faut savoir que la France ne conteste pas le doctorat de médecine. Ce qui est précisé, c'est l'autorisation d'exercice qui est encadrée. Donc ce n'est pas une équivalence qui pose problème, c'est une autorisation d'exercice. Donc c'est d'ailleurs intitulé comme ça, procédure d'autorisation d'exercice. Et ce n'est pas du tout une équivalence. Donc c'est encore plus... C'est moins clair en fait, voilà. C'est encore moins clair. Oui. C'est encore moins clair. Mais justement, une question. Justement, pour que nos téléspectateurs comprennent, pourquoi vous n'exercez pas en Afrique? C'est une explication à cela. Alors, ce sont des choix de vie. Ce sont des choix de vie. Le premier mouvement est souvent un choix de se former, d'approfondir ses connaissances. Après, il faut savoir que les pays africains ne sont pas forcément tous demandeurs, en tout cas, ne facilitent pas forcément le retour de leurs élites, hein, pas que des médecins d'ailleurs. Donc il y a des pays qui peuvent avoir une législation, en tout cas des protocoles qui compliquent le retour. Donc ce n'est pas bras ouverts qu'on est forcément attendu dans ces pays. Justement, pour rebondir, je vais lire un extrait de ce qui est dit dans un des livres d'Angèle Mendy et qui illustre, Ralph, ce que tu dis par rapport à cette question-là et ce que dit le docteur Aya Bakan. La migration permanente, c'est un témoignage, hein. La migration permanente se pose justement parce que les médecins craignent de ne plus pouvoir revenir en Europe à cause des restrictions de visa. Si je n'avais pas de passeport suisse, il est clair que je ne repartirais pas de sitôt. Je connais des médecins qui hésitent à rentrer en Afrique faute d'avoir la garantie de pouvoir venir. Cette situation est inadmissible. Et surtout, donc, ce témoignage, au Cameroun, hein, les conditions de base pour les pratiques corruptives sont mises à la disposition du médecin dès la fin de sa formation. Après sa formation, il est affecté sans salaire à 600 km ou à 1000 km de la capitale dans des zones isolées, parfois sans eau ni électricité. Okay. Il doit subvenir à ses besoins grâce à l'aide de sa famille, hein, durant 2 années en attendant le rappel de son salaire. Pour survivre, il faut qu'il trouve une solution. Les personnes qu'il trouve sur place lui expliquent les pratiques des autres médecins. Par exemple, il doit taxer tous les patients pour une glycémie ou une prise de tension pour pouvoir survivre. C'est ainsi que commence la pratique corruptive. Voilà. Et en fait, donc, voilà, c'est toute une série de situations comme ça qui engendrent la difficulté du retour. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Merci d'être venu nous parler de ces problématiques-là. On vous dit à la prochaine. Merci à vous de m'avoir reçu. Les ONG internationales jouent un rôle important dans la médecine en Afrique, mais elles ne résolvent pas tout. C'est ce constat qui a donné naissance à l'association Chirurgie Solidaire. Cette association forme des équipes localement de chirurgiens, anesthésistes et infirmiers à opérer dans les campagnes, ces déserts médicaux comme on les appelle, et aussi à pratiquer la célioscopie, c'est-à-dire des opérations à l'aide d'une caméra. Découvrons le travail de Chirurgie Solidaire à travers le film d'Olivier Malachane. Moi, je suis un peu un amoureux de l'Afrique. J'ai toujours été très bien accueilli sur le continent africain. J'y vais en fait depuis très longtemps. C'est une vieille histoire qui remonte à plus de 30 ans. Ce sont des pays attachants. Ce sont des pays, ce qui m'a toujours frappé quand j'arrivais là-bas, malgré toutes les difficultés de vie qu'ils ont. On arrive dans un pays où on sent une gaieté de vivre. Moi, je me rappelle par exemple ma première arrivée à Bamako, quand j'ai vu les 2 chirurgiens qui m'attendaient au pied des marches de l'escalier pour descendre de l'avion. Plein d'accueil, de sourires, de gaieté, c'était magnifique. Et ça a toujours été comme ça. J'avais commencé bien avant l'activité humanitaire par le développement de la celluliochirurgie à l'hôpital du Point G à Bamako. C'est une technique, si vous voulez, une technique moderne qui permet d'opérer par des moyens de vision indirecte. On met une optique dans le ventre qui relie un système de caméra et un écran de télévision, et ça nous permet, par cette vision indirecte, de travailler sans avoir ouvert le ventre. Donc c'est une technique qui a lieu, qui fonctionne très bien dans nos pays, et qui, à mon avis, a sa place dans tous les pays actuellement en développement, en particulier l'Afrique, parce qu'elle permet
des gestes avec moins d'ouverture de parois, donc moins d'infection, des temps d'hospitalisation plus courts. Et c'est un confort meilleur en post-opératoire, donc je ne vois pas pourquoi les pays africains n'ont pas ce meilleur confort comme chez nous. Parce qu'il faut savoir qu'à Chirurgie Solidaire, si vous voulez, notre principe, on va quelque part, quand on nous demande, on n'y va jamais en disant on arrive et puis poussez-vous, on va quand l'équipe chirurgicale nous demande. Le deuxième grand principe, c'est qu'on s'intéresse à l'ensemble d'une équipe chirurgicale, c'est-à-dire les 3 composantes, chirurgie, chirurgien, anesthésiste, infirmier ou infirmière de bloc, parce que ces 3 composantes sont indispensables pour bien fonctionner. S'il manque l'une de ces composantes dans un bloc, le bloc ne fonctionne pas, en particulier en Afrique. L'infirmière de bloc, par exemple, pour tout ce qui est hygiène, stérilisation, est plus importante, est en amont de tout ce qu'on peut faire nous. Une mission, par exemple, qui était une mission très emblématique de Chirurgie Solidaire, qui s'est faite à l'hôpital de Pouma, au Cameroun. Alors c'est à mi-chemin entre Douala et Yaoundé. Et si vous voulez, c'est un petit hôpital dans une ancienne mission, qui est un hôpital bien tenu, qui fait de la chirurgie avec les moyens qu'il a, c'est-à-dire peu de moyens. Il n'y a pas de chirurgien sur place, mais il y a un médecin généraliste qui s'est mis à pratiquer la chirurgie. Et donc on a assez vite, on a été contacté pour un accompagnement de cette activité chirurgicale. On a gardé beaucoup de contacts avec à peu près toutes les missions qu'on a fait, que ce soit au niveau du Mali, du Cameroun, de Madagascar, de la Guinée. Et ces contacts, en plus, sont des contacts qui petit à petit deviennent des contacts amicaux. Et c'est très important, si vous voulez, parce que le travail avec l'Afrique passe par ces contacts d'amitié. Bienvenue Daniel Tallard, nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur ce plateau. Alors vous êtes le président de l'association Chirurgie Solidaire. Donc on a vu que Chirurgie Solidaire fait ce que ne font pas les ONG quand elles envoient des médecins étrangers sur le terrain. Vous formez des équipes locales, c'est vraiment ça le cœur du travail que vous avez envie de faire. Voilà, exactement. Racontez-nous un peu la genèse de cette association. La Chirurgie Solidaire est née d'un constat, on en avait un peu parlé tout à l'heure, un constat que en Afrique en particulier, les organisations humanitaires agissaient en général sur des terrains où il y avait une guerre ou dans des terrains où il y avait des catastrophes naturelles et intervenaient de façon très ponctuelle. Il n'y avait pas de réelle formation d'équipe médicale ou chirurgicale sur le terrain. Fort de ce constat, deux chirurgiens, il y a 12 ans, ont créé cette association dont le but était de former des gens à froid, si on peut appeler ça à froid, c'est-à-dire hors conflit, hors catastrophe naturelle. Et ainsi de transformer une coopération de substitution en une coopération de formation. C'est-à-dire que le but, c'est de former des gens sur le terrain et que ces gens, une fois que nous sommes partis, puissent se suffire entièrement à eux-mêmes. Voilà, c'était ça, l'idée c'était ça. Il y a des associations que tout le monde connaît, comme Médecins sans frontières par exemple, qui sont des grosses associations, mais dont le but est complètement différent. Nous sommes les seuls en France à proposer de la formation et uniquement de la formation. Justement, ce qui nous intéresse, comment recruter vos bénévoles alors ? Alors déjà, premièrement, effectivement, tout le monde est bénévole dans cette association, y compris les instances administratives, c'est-à-dire que tout le secrétariat, la comptabilité, tout ça est fait par des bénévoles. Il n'y a pas de salariés de l'association. Donc nous sommes une petite association, nous ne dépendons de personne. Notre indépendance est notre force. Comment on les recrute ? Alors, en général, il y a un noyau de gens qui forment le bureau. Et ce bureau a des relations avec des hôpitaux où il y a des gens, on fait savoir qu'on cherche des chirurgiens pour partir. Souvent, ce sont des gens qui sont à la retraite parce que les missions nécessitent un minimum 15 jours, sont au minimum de 15 jours, donc il faut des gens qui soient relativement disponibles. Et le recrutement se fait dans le cercle de relations des chirurgiens qui font partie du bureau, c'est-à-dire la base de l'association. Et qu'est-ce qui détermine le choix des pays ? Nous n'intervenons qu'à la demande des pays ou d'un hôpital dans un pays. Le choix est fait comme ça, c'est-à-dire qu'un pays a besoin de chirurgiens, par exemple, dont vous parliez, les hôpitaux de district, c'est-à-dire les hôpitaux de brousse, pour former un chirurgien local à la chirurgie de tous les jours. Les urgences et la chirurgie de tous les jours. Voilà le premier besoin. Dans d'autres cas, c'est un hôpital
universitaires qui nous appellent parce qu'ils ont besoin de nous pour former des gens à la celluliochirurgie dont vous avez parlé là, qui est l'autre volet de notre activité. Voilà, donc c'est uniquement à la demande d'un pays ou d'un hôpital dans un pays que nous intervenons. Et vous envoyez des chirurgiens donc d'ici, oui, dans ces pays-là, chirurgiens qui sont eux bénévoles, retraités sont comme tous vous disiez, bénévoles, et qui vont former des praticiens locaux. Alors c'est toujours une équipe de 3, c'est ce qui fait aussi une spécificité de notre association, c'est que quand on opère, on a besoin de 3 personnes, un chirurgien bien sûr, un anesthésiste pour endormir les malades et une infirmière de salle d'opération pour s'assurer de toute la logistique, de la stérilisation, etc. Voilà. Donc là aussi c'est une spécificité de notre association, c'est-à-dire nous n'intervenons toujours qu'à 3 personnes. On ne va pas isoler dans un hôpital. Daniel Tallard, merci pour ces informations. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Alors Ralph, on vient d'évoquer l'épidémie d'Ebola qui a sévi en Afrique et vous êtes là, Isabelle, pour nous parler du choléra. Oui. Alors en effet, le choléra n'est pas, comme on pourrait le croire, une maladie du passé. En fait, elle fait son grand retour. C'est bien ça ? Tout à fait. En fait, le choléra n'est pas une maladie d'un autre âge. C'est une maladie qui est encore très présente et il y a quelques pays d'Afrique où elle sévit encore. L'Agence française de développement, d'ailleurs, mentionne que les conséquences liées aux épidémies d'Ebola sont tout à fait favorables à un retour du choléra. Pourquoi ? Eh bien parce que les épidémies d'Ebola ont affaibli considérablement les centres de soins, ont disséminé une partie du personnel soignant et ont aussi fragilisé les économies locales. Donc on peut très légitimement dire que cette épidémie d'Ebola ou ces épidémies sont un terreau favorable à une progression de ce type de maladie qu'est le choléra. Alors justement, les épidémies de choléra en Afrique sont souvent présentées comme une fatalité par les pouvoirs publics. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est vraiment une fatalité ? Alors, le choléra a été éradiqué dans les pays dits développés il y a environ 150 ans. En 2017, le choléra touche des pays qui sont fragilisés par les conflits, les mouvements de population, le manque d'accès à l'eau potable et puis donc ce type d'épidémie qui est Ebola. Donc en fait, il n'y a pas de fatalité. Alors justement, comment peut-on éviter de nouvelles épidémies de choléra ? Que faudrait-il faire dans l'avenir ? Alors il y a des organismes humanitaires qui se sont intéressés à cette question, tels que Solidarité Internationale ou encore l'UNICEF. Et ces ONG s'accordent à dire qu'il faut absolument une mobilisation des pouvoirs publics pour informer l'ensemble de la population sur le type de contamination, mais aussi et surtout mettre en place des centres de santé qui ont été disséminés par des épidémies d'Ebola par exemple, et que ces centres de santé soient accessibles à tous. Et puis il y a aussi un regard qui est très intéressant de la part de l'OMS et de certains chercheurs et qui pose la question, est-ce que le réchauffement climatique jouerait un impact sur cette propagation du choléra, sur son grand retour ? Très bien Isabelle. Alors vous êtes Isabelle Serrault, vous êtes allée rencontrer Renaud Piarou, qui est le grand spécialiste du choléra, et qui lui nous dit que si on veut éviter une épidémie, qu'elle soit celle du choléra ou une autre, on pourrait tout à fait. Donc la question se pose quand même de la volonté des pouvoirs publics, si je comprends bien. Oui. Alors écoutons-le. Le choléra est une maladie infectieuse liée à un microbe qui s'appelle une bactérie qui s'appelle Vibrio cholerae, qui est généralement transmis par l'eau ou par la boisson et qui va entraîner une diarrhée très très importante avec des pertes d'eau qui peuvent être considérables jusqu'à 8-10 litres par jour pour une personne. Et si les personnes ne sont pas soignées et qu'elles ont une très très forte diarrhée, elles peuvent se déshydrater et mourir de déshydratation. Alors il y a encore des épidémies de choléra en 2017 parce qu'on a un gros problème dans le monde d'accès à l'eau potable, d'accès à l'hygiène
Et beaucoup de personnes en sont encore réduites à consommer en particulier de l'eau et des aliments qui peuvent avoir été contaminés par des matières fécales. Et donc, si quelqu'un a le choléra dans l'entourage, il y a cette contamination qui fait passer le microbe depuis une personne malade vers d'autres personnes via la boisson, via les aliments, via les mains sales éventuellement aussi. Ce qui caractérise le choléra en Afrique, c'est qu'il est là depuis maintenant les années 70. Autrement dit, c'est une maladie qui est revenue en Afrique, qui avait disparu pendant au moins un siècle, qui est revenue avec des voyageurs. Ça a commencé du côté de la Guinée-Conakry à Conakry, puis ensuite ça s'est propagé, il y a eu d'autres portes d'entrée. Et c'est un choléra qui va voyager d'un pays à l'autre souvent. Généralement, après, en se stabilisant dans certaines régions, comme le nord du Nigeria ou l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont des villes qui ont des réseaux d'eau qui sont extrêmement facilement contaminables parce que il y a des piratages sur le réseau et dès qu'il pleut, tout rentre dans le réseau et ensuite les gens boivent ce qui est passé par là. Mais le vrai problème, c'est d'apporter aux populations suffisamment d'eau potable, des égouts, des latrines, tout ce qu'il faut pour éviter de contaminer leur environnement. Une fois que ça c'est fait, on n'attrape pas le choléra, donc il n'y a plus besoin de se soigner pour le choléra. Inversement, si on ne fait pas ça, effectivement, alors il faut investir beaucoup dans la santé pour rectifier ce qui n'a pas été rectifié en amont. Pour lutter contre le choléra, il faut une approche intégrée, c'est-à-dire qu'il faut que non seulement les ministères de la Santé concernés considèrent que c'est une priorité, mais il faut effectivement également que les ministères en charge de l'environnement, en charge de l'eau, en charge de l'hygiène, en charge de la planification soient concernés. Et puis il faut une stratégie de lutte, puisque la lutte se fait dans la durée sur plusieurs années. Et donc c'est ce qu'on a expérimenté en République démocratique du Congo à partir de 2006. Et le Congo est un exemple, puisque le Congo s'est doté d'une stratégie pluriannuelle de lutte contre le choléra, et une stratégie intégrée. Donc elle est portée par le ministère de la Santé, mais également par les autres ministères concernés. Et d'où l'importance d'agir en essayant de barrer la route au choléra, en améliorant l'hygiène. Dès lors que personne ne veut, aucun pays ne veut vraiment investir dans la lutte contre le choléra, il ne faut pas rêver. Le choléra est là parce qu'on n'investit pas dans la lutte contre le choléra. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment l'éliminer. Ce n'est pas une fatalité, c'est un indicateur de la manière dont on gère notre planète, dont on organise la vie en commun dans les villes, en particulier dans les villes dans des pays en développement. Vous êtes plus de 4 millions d'auditeurs à suivre son émission tous les jours. Claire Hédon anime Priorité Santé depuis 13 ans. Elle nous a reçus à RFI Radio France Internationale un portrait signé Laetitia Chavet. Priorité Santé, Claire Hédon. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous parlons de l'incontinence urinaire avec le professeur Thierry Lebret, chirurgien urologue à l'hôpital Foch et président de l'Association française d'urologie. Les auditeurs sont très nombreux à appeler pour vous poser des questions. Il y a Boris qui attend depuis un petit moment, qui nous appelle de Djamena au Tchad. Boris, bonjour, on vous écoute. Ce que je trouve intéressant, et ce que nous disent beaucoup les médecins dans les questions d'auditeurs qui nous viennent d'Afrique, c'est que les questions sont excessivement pertinentes parce qu'ils osent poser des questions basiques. Et beaucoup de médecins m'ont dit, ce qui est intéressant, c'est que dans mon cabinet, il y a des patients qui n'osent pas poser cette question, de peur, entre guillemets, que la question ne soit pas pertinente, et que justement, les auditeurs comprennent, osent poser cette question, et qui est en fait essentielle, et qui est une question de base. Voilà, j'ai un problème, en fait, c'est toute la nuit, je suis obligé de me lever, en fait, c'est à fréquence de chaque fois par heure. Hein. Je suis obligé d'uriner et je n'arrive pas à me retenir. Et aussi, pendant la journée, je suis obligé d'être souvent à côté des toilettes parce que
si je ne vais pas, quand j'ai envie d'uriner, je ne vais pas aux toilettes, c'est tout de suite les habits que je suis en train de mouiller. Jonas, vous avez quel âge? Et aussi, comment est-ce que je peux y remédier? Pour le moment, j'ai 46 ans. À 46 ans, on peut éliminer de manière assez simple un problème de prostate. Il y a 2 soucis qu'on doit voir chez vous. Est-ce que vous videz bien votre vessie? Parce que ça peut être le trop-plein qui part, et donc à ce moment-là, vous avez constamment envie d'uriner. Donc le conseil pour Jonas, c'est d'aller consulter, hein, clairement. Consulter, mais vraiment le point fondamental, vous allez voir un urologue pour avoir un peu plus de détails, mais surtout, bien voir si vous videz votre vessie. Moi, je suis impressionnée de ce qu'apporte l'auditeur. C'est-à-dire, je l'explique beaucoup dans la façon de travailler aux assistantes, c'est que le poste qui est de relation d'auditeur est un poste éditorial. La question d'auditeur ajoute quelque chose, fait qu'on ne traite pas du tout le sujet de la même manière, parce que et le médecin et moi, on va être beaucoup plus concret, moi dans ce que je demande et le médecin dans ce qu'il répond, quand il a des auditeurs au bout du fil. Donc les bonnes surprises, je dirais, dans les émissions viennent justement de la pertinence de la question de l'auditeur, de ce qu'il a à rajouter, du commentaire qu'il a à faire. Je trouve que c'est très intéressant. C'est un sujet terriblement tabou, un des sujets les plus tabous que je traite, qui gêne le plus quand j'annonce que je traite un sujet sur l'incontinence. Ça fait toujours grimacer les autres journalistes. Il n'y a pas de sujet qu'on ne peut pas traiter. On sent de temps en temps de la gêne. Mais je suis assez d'accord, par exemple, sur l'incontinence urinaire, cette gêne, elle est en train de diminuer. Alors ça, c'est toujours très intéressant parce qu'on dit que c'est important de parler de sexualité dans les pays du Sud et en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'éducation à la sexualité. Je dis beaucoup qu'en interne, dans les couloirs ici, c'est aussi l'émission la plus écoutée. Donc le besoin d'information en sexualité, il est universel. Donc c'est certainement l'émission qui a le plus de succès. Mais si vous demandiez là aux assistantes qui travaillent sur toutes ces questions d'auditeurs, on a aussi des surprises de temps en temps d'un sujet qui d'un seul coup, finalement, aussi attire beaucoup. Alors il y a tout ce qui est diabète, hypertension. Tous les sujets psy, c'est-à-dire aller bien dans sa tête, est une demande universelle. Dès qu'on fait des choses sur les relations amoureuses, les relations de couple, l'éducation des enfants, les difficultés d'apprentissage justement des pathologies, tout ça, on s'aperçoit aussi que ça génère beaucoup de questions d'auditeurs. Moi, ce qui me frappe, c'est que la question de la santé, c'est une question universelle. Tout le monde a envie d'aller bien. Bonjour à tous et bienvenue au Palais de la Culture d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai énormément été en reportage en Afrique subsaharienne et je ne sais pas quoi vous dire, mais j'aime ce continent. Ce sont des pays que je trouve intéressants, une population avec qui on a des liens faciles, probablement une façon en fait de penser qui est relativement proche, un certain sens de l'humour. J'ai toujours beaucoup de mal à expliquer ça, mais c'est un continent qui me passionne. Ce sont des pays dans lesquels j'ai toujours un très grand plaisir à aller et à retourner, mais je ne saurais pas comment l'expliquer, si ce n'est que je pense qu'il y a plus de proximité de pensée et de façon d'être que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que je trouve qu'on n'est pas loin du continent africain. D'ailleurs, franchement, quand vous regardez la carte et que vous voyez entre l'Espagne et le nord de l'Afrique, franchement, elle est tenue, cet espace. Donc on est même géographiquement pas si loin que ça. Alors en Afrique, il y a un vrai problème d'accès aux soins. La grosse question, c'est la question du coût. Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai demandé est-ce que tel examen est disponible. En fait, la plupart sont disponibles, mais est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce que tous ces traitements que vient d'évoquer le professeur Thierry Lebret sont disponibles au Sénégal? Tous les traitements pour tous les types d'incontinence sont disponibles, excepté pour les incontinences par urgenturie. Souvent, l'accessibilité financière est un problème, mais géographique aussi. C'est-à-dire, quand on dit c'est disponible, c'est disponible dans la capitale, point. Voilà. Donc, oui, on a conscience de ça, conscience qu'il y a un certain nombre d'examens qui ne sont pas accessibles financièrement. Si je prends un exemple à Kinshasa, à l'hôpital public, au moment où on arrive pour tourner, il y a une jeune femme de 18 ans qui était en train de mourir d'un avortement clandestin qui avait dégénéré. Donc voilà, des choses très frappantes qui fait que la question de l'accès à l'avortement est absolument essentielle parce que de fait, les femmes, autrement, elles le font de façon clandestine et qu'il y a un vrai risque pour la santé. Je dirais que j'ai la chance de faire un métier passionnant et j'ai la chance aussi d'avoir des engagements dans la société qui donnent un sens finalement à la vie, à ce qu'on fait. Et je pense que j'ai un métier qui a du sens. C'est important.
L'Organisation mondiale de la santé estime à plus de 200 millions le nombre de femmes qui ont été victimes de mutilations sexuelles au cours de leur vie. Parmi ces mutilations, la plus fréquente est l'ablation du clitoris. On parle alors d'excision. En 1984, le docteur Pierre Foldès a mis au point une méthode de réparation chirurgicale des femmes excisées. Cette intervention, prise en charge par la Sécurité sociale depuis 2004, est pratiquée à la Maison des femmes de Saint-Denis. Un reportage signé Hélène Bussière et on revient sur le plateau. Heureusement qu'il y a des médecins pour nous sauver de là, pour nous remettre la vie d'une femme, si je peux dire. On vous explique qu'une femme qui n'est pas passée par là, elle n'est pas propre. Elle est sale, elle peut coucher avec n'importe qui. Pour toi, c'est normal puisque ta mère est passée par là. Et tu passes par là aussi. Mais c'est à la fin qu'on comprend que c'est dur. Et après, tu grandis, tu as 20 ans, tu rencontres un petit ami. Tu sais qu'il y a un handicap en toi. Tu le sais. Il t'embrasse, mais tu peux pas, tu recules. Pourquoi? Parce que tu as honte de lui dire que, écoute, je n'ai pas de clitoris, ça ne peut pas marcher. À chaque fois que je me déshabillais devant mon homme, tout de suite, je revenais dans les 10 ans. Je voyais ce qui s'est passé, le mal que j'ai eu, le sang qui a coulé, parce que je n'étais pas petite, j'avais 10 ans. En fonction de ce qu'on perçoit de leurs difficultés, on leur conseille de rencontrer soit la psychologue, si par exemple on trouve que les séquelles psychologiques de leur excision sont très fortes. Et ça peut être des séquelles d'autres choses, parce que souvent il y a excision, mais il y a aussi mariage forcé, violence, toutes sortes d'ingrédients. Ensuite, on leur fait la proposition du groupe de parole, où elles peuvent aller autant de fois qu'elles veulent. Les femmes qu'on voit sont des femmes donc, qui ont survécu et qui, la plupart du temps, ont des excisions qui sont bien cicatrisées. Ça leur permet d'avoir des rapports, ça leur permet d'accoucher, mais ça ne veut pas dire que les rapports sont agréables, ni que ça leur fait plaisir ou qu'elles ont envie. Simplement, mécaniquement, c'est possible. La grande question, c'est est-ce que l'opération va leur rendre service ou bien c'est pas la peine. Si c'est pas la peine, il ne faut pas les opérer parce qu'elles vont être très déçues. Parfois, le fait d'avoir rencontré le sexologue, d'avoir compris où était leur clitoris, quelle était la zone qui faisait plaisir quand on la stimule, c'était quoi la meilleure façon de se stimuler, parfois ça leur suffit. Elles reviennent et elles disent en fait, j'ai complètement changé de façon d'être avec mon corps et ça va beaucoup mieux et je crois que j'ai pas besoin de me faire opérer. Donc là, on est content parce que notre objectif, c'est pas tellement de les opérer, mais c'est qu'elles aillent mieux. Alors, quand une femme donc, choisit de se faire opérer, on lui explique le déroulé de l'intervention. On va passer un cap là, ça rigole plus. En gros, l'opération, ça consiste à rouvrir la cicatrice de la coupure et aller rechercher au fond le clitoris. Vous voyez, le clitoris à l'intérieur, il est très long et très profond. Donc, aller en rechercher à une partie et l'avancer à nouveau pour qu'elle puisse ressortir. C'est une toute petite opération. Et une semaine après, tout va bien. Ça a changé ma vie. Je n'ai plus cet handicap. Quand je suis sortie de l'hôpital et que mon ami est venu me chercher, je dis je viens de net. Globalement, leur estime d'elles-mêmes s'en trouve améliorée. Et même si la sexualité n'est pas explosive comme elles pouvaient l'imaginer, ce qu'on en retire de leur retour, c'est que c'est plutôt très positif et ça nous encourage évidemment à continuer. Notre deuxième objectif qui est très important, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'il faut éviter que ces femmes ne fassent exciser leur petite fille. Et si possible, certaines qui sont très militantes, elles deviennent ce qu'on appelle des femmes relais. C'est-à-dire qu'elles vont à la rencontre d'autres femmes de leur communauté et elles nous les envoient. Ma meilleure amie, elle s'appelle Gisèle.
Quand je suis partie en Côte d'Ivoire, je dis, tu sais, je vais te montrer quelque chose. Elle me dit, c'est quoi? Je dis, mais je ne suis plus comme toi. Ouais. Elle me dit, c'est vrai? Je dis, oui, je lui ai montré. Elle m'a dit, ah. Je dis, tu sais, tu peux aller à l'hôpital, tu vas voir une gynécologue, tu expliques ta vie. S'il y a un médecin qui est là, ils vont te prendre en charge. Peut-être qu'il y a des gens qui me prennent pour une folle, mais j'en parle, mais ça s'ouvre. Mon téléphone, il sonne, il y a des femmes qui m'appellent. J'en parle pour que ça s'arrête. On tient à préciser que le sujet est co-signé par Maria Ganina Murat. Alors, Hélène. Bonjour Hélène. Je suppose que le sujet fut difficile à trouver. Oui, Ralph. À chaque minute qui s'écoule, 6 petites filles sont excisées dans le monde. Et dans quelle région du monde exactement le phénomène est-il le plus important? Alors, l'excision est surtout pratiquée sur le continent africain, avec différentes disparités selon les pays. Dans certains pays comme la Somalie, la Guinée ou encore l'Égypte, plus de 90% des femmes sont excisées. En dehors de l'Afrique, l'excision est également pratiquée dans la péninsule arabique, notamment au Yémen, ainsi qu'en Malaisie et en Indonésie. Et qu'en est-il en France? Alors en France, l'excision est interdite et punie par la loi. Cependant, de nombreuses femmes excisées vivent sur le territoire. Le docteur Ghada Hatem, qui intervient dans le reportage, a remarqué que 14% des femmes qui venaient accoucher dans son hôpital étaient des femmes excisées. C'est donc pour ça qu'elle a fondé la Maison des femmes de Saint-Denis avec une unité dédiée uniquement aux mutilations sexuelles. Ben justement, on a envie de comprendre en quoi consiste cette réparation. Alors la réparation est avant tout d'ordre psychologique. Les femmes qui viennent à la Maison des femmes ont la possibilité de consulter un psychologue. D'ailleurs, souvent, c'est la première fois qu'elles se posent et qu'elles parlent de ce qu'elles ont vécu avec un professionnel de santé. Une des femmes qu'on a rencontrées à la Maison des femmes, mais qui n'a malheureusement pas voulu témoigner face à la caméra, a vu sa petite sœur mourir devant ses yeux lors de son excision. Donc c'est dire à quel point le traumatisme peut être lourd et profond. Ensuite, et seulement ensuite, selon les besoins des femmes et selon les avis des médecins, les femmes peuvent bénéficier d'une chirurgie réparatrice. Donc c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une opération qui a été mise en place par le docteur Foldes en 1984 et qui est aujourd'hui remboursée par la Sécurité sociale en France. Ah bien, opération à suivre dans nos prochaines éditions. Merci Hélène. D'après l'Institut national d'études démographiques, la population africaine vieillit. Ce vieillissement entraîne une augmentation de cas de démence. Notre journaliste Morgane Krijan s'est penché sur le sujet au Congo. Regardons. En 2016, le docteur Ariel Samba a publié une thèse sur la démence au Congo. Les résultats de cette recherche exposent les problématiques actuelles ainsi que les enjeux à venir. Généralement, les gens s'alarment quand ça devient déjà grave. Aujourd'hui, quand on oublie ses clés, on a oublié où on a déposé ses clés, c'est pas spécialement alarmant. Mais par contre, quand par exemple un papy ne sait plus du tout comment s'appelle sa femme avec qui il habite depuis des années, là, ça devient assez grave. Le principal facteur de risque va être l'âge, contre lequel on ne peut rien faire. On va avoir aussi des facteurs qui vont être associés au mode de vie. Donc l'alimentation, les pathologies cardiovasculaires qui comptent de beaucoup, des pathologies telles que l'hypertension, le diabète, qui ont un point important dans la progression de la pathologie démentielle. Nous allons aussi avoir des facteurs qui vont être associés aussi à la génétique. Parce que la famille va être stigmatisée du fait d'avoir une personne qui a des comportements qui vont révéler de l'ordre du mystique. D'où l'importance des travaux que nous menons en fait pour que les gens apprennent à mieux accepter cette maladie comme le paludisme et autres. Il faut d'abord rappeler qu'on ne guérit pas la démence, malheureusement. Mais bon, ça va venir, parce qu'il y a plein de traitements expérimentaux sur ce sujet. Pour le moment, les traitements qui existent, ils sont essentiellement actés à ralentir la progression de la pathologie. Dans le cadre humanitaire, le docteur Firmin Bikuta participe chaque année à une mission d'enseignement de la gérontologie au Congo-Brazzaville.
nos missions ont eu deux buts. Celui de poursuivre l'enseignement de gériatrie qu'on avait démarré en 2008. Et puis ensuite, dès 2011, on a eu l'idée également d'ouvrir un diplôme universitaire de gérontologie, donc en formant des médecins, en les sensibilisant aux problèmes que posent les personnes âgées, la démence y comprise, bien entendu. Et donc on avait formé un certain nombre de médecins, dont 3 qui venaient de Pointe-Noire, pour que les 3 médecins voient un petit peu comment se déroule une consultation de gériatrie, et particulièrement une consultation de personnes qui posent des problèmes neurocognitifs. Et en réalisant un certain nombre de tests, en posant des questions, en écoutant aussi l'entourage pour pouvoir poser le diagnostic de troubles neurocognitifs. Et c'est le docteur Adjuono qui s'était véritablement intéressé à la gériatrie et qui a poursuivi ses consultations au centre hospitalier de Thiéty. Le but de cette mission de 2017 est d'aller voir sur place ce que devient ce service pour pouvoir enfin commencer la prise en charge des personnes âgées sur un service qui va compter une dizaine ou une douzaine de lits. Alors l'avenir, c'est de développer la gériatrie et assurer la prise en charge des personnes âgées porteuses de maladies de la mémoire, particulièrement, et des personnes âgées dans leur ensemble. Eh bien, vous venez de regarder Comment ça va l'Afrique. On espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle édition avec de nouvelles aventures médicales. Tout à fait, Ralph, à bientôt. On vous a reçu ici dans les locaux de l'EMI, l'école des métiers de l'information. Donc rendez-vous la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Thank you.